Les catégories d'Aristote, chapitre 8e, de la qualité. Sommaire. Définition de la qualité. Qualité est un mot à plusieurs sens. Premièrement, espèce de la qualité, capacité et disposition, rapport et différence de l'une et de l'autre. Deuxièmement, espèce de la qualité, puissance et impuissance naturelle, exemples divers. Troisième espèce de la qualité, qualité affective et affection, distinction, exemples divers, affection du corps et affection de l'âme. Quatrième espèce de la qualité, forme et figure des choses, exemples divers. Les qualitatifs sont en général dénommés par dérivation des qualités, exception. Propriété de la qualité. Premièrement, la qualité a le plus souvent un contraire qui est alors aussi dans la catégorie de la qualité. Deuxièmement, la qualité reçoit ordinairement le plus et le moins, exception pour la première et la quatrième espèce de qualité. Troisième propriété spéciale, la qualité seule peut être dite semblable ou dissemblable. J'appelle qualité ce qui fait qu'on dit des êtres qu'ils sont de telle façon. Qualité du reste est un mot à plusieurs sens. Ainsi, la capacité et la disposition forment une première espèce de qualité. La capacité diffère de la disposition en ce qu'elle est beaucoup plus durable, beaucoup plus stable. Les sciences et les vertus sont dans le même cas. La science, en effet, paraît une des choses les plus stables, les plus inébranlables, pour peu qu'on la possède, sauf le cas de maladie ou de telle autre circonstance analogue qui détermine en nous un grand changement. Et dans l'ordre des vertus, la justice, par exemple, la sagesse ou toute autre vertu semblable, semble quelque chose qui n'est ni facilement variable ni changeant. Les dispositions, au contraire, sont les qualités qui changent sans peine et se modifient rapidement. Ainsi la chaleur, le froid, la santé, la maladie et toutes choses pareilles. L'homme est dans un certain état selon ses dispositions diverses, et il peut changer subitement de chaud devenant froid, passant de la santé à la maladie, et ainsi du reste. Mais si quelqu'une de ces dispositions mêmes est, par sa longue durée, devenue en quelque sorte naturelle, irrémédiable ou tout à fait immuable, alors on peut l'appeler une véritable capacité. Car il est clair que ce qui est plus durable et de changement plus difficile doit être nommé capacité. Ceux qui ne possèdent pas complètement les principes des sciences, mais qui sont encore ébranlables sur bien des points, ne sauraient passer pour avoir une réelle capacité, bien qu'ils aient plus ou moins de disposition pour la science. Ainsi, la disposition diffère de la capacité en ce que l'une est mobile, tandis que l'autre est plus durable et moins changeante. Les capacités du reste sont aussi des dispositions, mais les dispositions ne sont pas nécessairement des capacités. Ceux qui ont acquis réellement des capacités sont constitués par elles dans une certaine disposition, mais ceux qui ont la disposition n'ont pas nécessairement, et par cela seul, une capacité. Une seconde espèce de la qualité est celle qui nous fait dire par exemple que les gens sont susceptibles d'être lutteurs, coureurs, bien portants ou malades, en un mot, tout ce qui est dénommé d'après la puissance ou l'impuissance physique. En effet, tous ces gens sont ainsi qualifiés, non point à cause d'une certaine manière d'être réels, mais à cause de leur puissance ou de leur impuissance physique à faire aisément ou à ne pas souffrir. Par exemple, on appelle certaines gens lutteurs, coureurs, non parce qu'ils sont en une certaine disposition, mais parce qu'ils ont la puissance physique de faire aisément certains exercices. On appelle hommes sains ceux qui ont la puissance physique de ne pas souffrir aisément de tous les accidents fortuits. Les valétudinaires, ceux qui sont par constitution impuissants à ne pas souffrir aisément de tous ces accidents.
C'est dans le même sens qu'on appelle telle chose dure, telle autre molle, dure parce qu'elle a la puissance de ne pas être divisée aisément, molle parce qu'elle a parce qu'elle a l'impuissance de cette même qualité. Un troisième genre de qualité se forme des qualités affectives et des affections. Telles sont la douceur, l'amertume, l'âcreté, et toutes les choses du même ordre. Elles sont encore la chaleur, le froid, la blancheur, la noirceur. Il est évident que ce sont là des qualités. Pour les choses qui les reçoivent, sont dites d'après elles être telles ou telles. Ainsi, c'est parce que le miel reçoit la douceur qu'il est appelé doux. Et le corps est dit blanc parce qu'il reçoit la blancheur et ainsi du reste. Ces qualités sont appelées affectives, non parce que les choses qui les reçoivent seraient elles-mêmes affectées en rien, car le miel, non plus que telle autre chose de ce genre, n'est pas appelé doux parce qu'il est affecté d'une certaine façon. La chaleur, le froid ne sont pas appelés qualités affectives parce que les corps qui reçoivent ces qualités éprouvent eux-mêmes une modification d'un certain genre. Mais elles sont dites qualités affectives parce que relativement aux sensations qu'elles nous donnent, chacune de ces qualités produit une affection particulière. Ainsi la douceur cause une affection sur le goût, la chaleur sur le toucher, et de même pour les autres. La blancheur et la noirceur, en un mot les couleurs, ne sont pas appelées qualités affectives dans le même sens que les qualités précédemment nommées, mais c'est parce qu'elles proviennent elles-mêmes d'une affection. Il est évident en effet que souvent, les affections produisent des changements de couleur. La honte fait rougir, la crainte fait pâlir, et ainsi du reste. Que si l'on vient à éprouver une de ces affections par suite de causes toutes naturelles, on doit prendre alors aussi une couleur semblable, car la disposition qui se produisait à l'occasion de la honte dans les éléments du corps peut bien être produite identiquement par un tempérament naturel, de sorte qu'une couleur de même genre soit causée par la nature. Toutes les modifications analogues qui prennent leur origine dans quelque affection permanente et invariable se nomment donc des qualités affectives. Ainsi la blancheur et la noirceur sont dites des qualités, soit qu'elles résultent d'une constitution naturelle, parce qu'alors elles font que nous sommes qualifiés d'après elles de telle ou telle manière, soit qu'une maladie fort longue ou bien une chaleur brûlante produisent ce même effet de blancheur ou de noirceur, et qu'alors ces deux qualités deviennent difficilement effaçables ou même demeurent durant la vie entière de l'individu. Dans ce cas même, ce sont encore des qualités, puisque nous sommes encore qualifiés d'après elles. Toutes les modifications qui procèdent de causes aisément détruites et dont les effets sont passagers peuvent être appelées des affections, mais non des qualités. Car elles ne peuvent déterminer une qualification pour l'individu. On ne dit pas qu'un homme est de couleur rouge parce qu'il rougit de honte. On ne dit pas qu'un homme est de couleur pâle parce qu'il pâlit de crainte. On dit plutôt qu'il est affecté d'une certaine manière. Ce sont donc là des affections et non pas des qualités. Il y a également pour l'âme des qualités affectives et des affections. Tout ce qui, dès la naissance, provient de quelques affections inébranlables se nomme qualité. Par exemple, la fureur maniaque, la colère, etc., parce qu'en effet on est qualifié d'après elle de furieux, de colérique. On en peut dire autant encore des déportements de divers genres qui ne sont pas de nature, mais qui, par d'autres circonstances, deviennent excessivement difficiles à changer, ou même tout à fait immuables. Eux aussi sont dits qualités parce que nous sommes qualifiés d'après eux. Mais on limite le terme d'affection aux modifications qui naissent de causes rapides et toutes passagères. Par exemple, si par suite d'un chagrin on devient plus irascible, on ne dit pas alors que l'individu qui est plus irritable sous l'impression du chagrin soit un homme colère. On dit plutôt qu'il éprouve quelque souffrance. Ainsi, ce sont là des affections et non des qualités.